ce cas, on l'a appelé Arexas. Évidemment, c'est un nom inventé. À la sortie du confinement, en fait, on a été contacté par un client qui nous a proposé de mener chez lui une action que l'on a transformée en diagnostic partagé. Pendant le confinement, j'avais eu contact avec une des personnes de cet organisme. Puis elle m'a recontacté en m'envoyant un superbe document qui s'appelle Manager dans un contexte de post-script Covid-19. Je l'ai envoyé à deux de mes associés. On a eu à peu près la même réaction qui était de dire c'est super ce doc, mais c'est complètement inapplicable. Dans le mail, il y avait quand même une partie de la demande là, que je vous ai mis collée à droite qui est organiser des réunions collectives. Et comme le télétravail s'était développé pendant cette période, en profiter pour renforcer cette réflexion sur le télétravail, puis sensibiliser les managers sur toutes ces thématiques. Quand on a commencé à travailler, donc assez vite, il est apparu que c'était plus utile de les aider à faire un diagnostic partagé. Par contre, ça devait se faire impérativement à distance puisque cet organisme, il est réparti sur le territoire. Et on s'est dit que c'était bien de proposer un dispositif que je vais vous présenter maintenant. L'équipe est constituée et là, on commence à réfléchir. On fait une première propale, il y a un aller-retour. Ce qu'on a proposé en termes de dispositif, c'est de dire on va organiser une grande consultation pour récolter le vécu des collaborateurs autour des bonnes surprises et des irritants du confinement et du déconfinement. L'outil qui s'est imposé pour nous, c'était Fluidity. Première étape, consulter, récolter le vécu des collaborateurs. Faire analyser la matière. On fait faire le diag aux gens, en fait. Il y a un reclassement, un reclassement qui a été fait et un début d'analyse, en fait, par un échantillon qui a déjà calibré l'enquête. On avait fait une première version sur Fluidity, on les a fait tester et on leur a demandé leur avis. Ils ont trouvé ça absolument génial et qu'on avait prévu de faire des visioconférences en réunissant les gens. C'est quand même un organisme qui compte 800 personnes. L'idée, c'était de les motiver à contribuer. Donc, il fallait pour ça qu'ils comprennent. Si on se reposait uniquement sur la communication interne, il y avait peu de chances que ça marche. On organise des visioconférences et dans le groupe échantillon, il y a des gens qui viennent et qui parlent de ce qu'ils ont vécu dans le groupe échantillon, qui ont été promoteurs en fait de la démarche. Alors ça, c'était un pari parce que s'ils avaient trouvé ça nul, ça aurait fait flop. Mais là, il se trouve qu'ils ont trouvé ça hyper intéressant. Donc, ils ont été réellement promoteurs de la démarche. Nous, on animait des visioconférences. Là, et les gens venaient un peu comme ils voulaient. On s'est rendu compte que les gens, ils avaient envie d'une chose, c'était de tester le truc en direct. Et puis, on a constitué aussi un noyau de personnes de la direction, de 3 personnes, donc, avec qui on est en interaction pour faire le lien entre ce que le groupe échantillon a dit et ce qui se passe un petit peu dans les visioconférences pour ajuster les choses au fur et à mesure. L'étape 2, on l'a fait faire par le groupe échantillon. Donc, c'est eux qui ont classé les items et puis ils ont commencé à analyser les données et puis à tirer des lignes de force. On a d'ailleurs d'abord commencé par le noyau, puis l'échantillon, puis renoyau, puis re-échantillon. Ça, c'est étape 2, étape 3 où on a fait la même chose, sauf que dans l'étape 3, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, on ne parlera pas de l'étape 4 qui est à venir. Dans l'étape 3, l'idée, c'est de s'orienter plutôt action. Qu'est-ce qu'on va proposer de travailler au manager? Voilà le dispositif. Et vous voyez, c'est des boucles en fait successives avec le fait que les gens, c'est eux qui font l'analyse. On a proposé un outil, mais ce n'est pas magique un outil. On l'a proposé, qu'est-ce qui fait que ça leur a plu? C'est que là, vous voyez sur l'interface, c'est un peu comme un réseau social en fait. Comme quand vous mettez des commentaires sur un réseau social. Donc, c'est extrêmement simple de contribuer. La deuxième chose qui plaît beaucoup aux clients, quand je viens, je peux soit poster une idée, soit liker les idées des autres. Et donc ça permet de donner une notion de popularité. Par rapport à un sondage, sur un sondage, vous ne voyez pas ce qu'ont dit les autres. Et ça plaît énormément aux gens qui participent. Une dernière chose qui plaît à tout le monde, c'est que c'est à la fois anonyme et qu'on peut segmenter autant qu'on veut, donc tracer la région d'où viennent les gens, leur niveau hiérarchique si on veut. Sur les 818 personnes qu'on a invitées, il y en a 277 qui ont participé. Il y a 47% des gens qui ont mis des idées sur 15 jours, qui était un bon taux de participation. Au départ, on savait que par rapport à faire des groupes échantillons, là, on peut ratisser plus large en fait. Comme c'est très simple, l'utilisation, c'est remote, les gens ils peuvent être en télétravail. C'est que quand on animait les visios, je me souviens, à partir de la moitié, en fait, les gens se mettent à utiliser la plateforme, on leur explique. Et puis après, il y a un moment très gênant pour l'animateur parce que pendant 20 minutes, il y a un grand silence en fait et ils sont juste en train de contribuer. Ça montre l'intérêt qu'ils ont et du fait de pouvoir avoir cette transparence. La transparence, elle va plus loin, c'est qu'en fait, on peut donner aux gens des outils pour commencer à analyser. Pendant la consultation, ils peuvent classer les idées. Ils peuvent aussi classer les idées qui font le plus débat, c'est-à-dire celles où il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a plein de likes et plein de dislikes. Et en fait, Fluidity, il y a un moteur d'analyse sémantique qui fait des regroupements de grands thèmes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces regroupements, vous avez la main dessus. Vous pouvez à la fois changer le titre des rubriques. Si vous changez le titre de la rubrique, le moteur, il va analyser les idées
pour les reclasser. Et si vous faites des reclassements, la machine va apprendre et elle va se dire, ah bah tiens, ils ont décidé de reclasser cette idée, ça veut dire que toutes les idées du même type, je vais les remettre dans les thèmes. Mais ce qui est génial, c'est qu'en faisant la copie d'écran, on le fait faire aux dirigeants, on le fait faire au groupe échantillon. Ils s'approprient le diagnostic, c'est plus qu'il est partagé, c'est eux qui font le diagnostic parce qu'ils rentrent dans les détails, ils lisent, ils font une première interprétation et puis du coup, ils voient une autre idée. Et tout ce travail que nous, on fait comme consultants, grâce à cette machine-là, eh ben, on peut le faire avec eux, que ce soit le groupe échantillon ou le noyau, tous, ils adorent parce que ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'organisation, de mieux sentir. Ça, c'est une représentation qui est graphique. Sur la droite, vous avez un magnifique tableau à la Mondrian, dont vous avez les catégories, donc les différentes catégories. Ce qui est vachement malin, c'est que la surface des rectangles est proportionnelle à la popularité. Donc, vous avez par exemple là 58 idées des modalités de télétravail efficaces à renforcer, qui est plus gros que 82 idées en dessous, parce que dans 82 idées, il y a du débat, les gens ne sont pas tous d'accord. C'est à la fois très intéressant parce qu'en termes d'analyse, du coup, on peut voir le poids des choses, mais surtout, les participants peuvent avoir accès à ça. Le noyau a déjà fait un premier classement. Ensuite, on a donné la main au noyau, puis on a redonné la main au groupe échantillon qui a remodifié. Avant, on avait fait 3 sous-catégories. Le groupe échantillon, par exemple, il a dit, vous voyez, la catégorie là, qui est revoir l'organisation avant, pendant et après la crise. En relisant toutes les idées, il y en avait beaucoup des idées, vous voyez, il y en a 82. Et puis ils ont dit, non, en fait, il y a vraiment 3 catégories, mais c'est le même sujet. Et nous, on ne savait pas, en fait. Du coup, ils ont proposé qu'on fasse ressortir les choses de cette façon-là, avec cette petit plus en dessous là, et qui pointe une difficulté de relation entre le siège et les instances régionales. Bah, c'est eux qui ont dit oui, si, ce sujet-là, c'est vraiment important qu'on le traite, ça fait longtemps, on n'y arrive pas, on se traîne ce truc-là depuis des années, maintenant il faut qu'on l'attrape. Voilà. Il faut qu'on l'attrape autrement. Donc le sujet maintenant, c'est de chercher la manière dont on va attraper d'une façon nouvelle ce sujet-là. Et du coup, ça fait diag et ça fait surtout, on commence à s'orienter vers des orientations de travail nouveaux. À chaque aller-retour entre le noyau et le groupe échantillon, on va présenter ce que les uns ont dit, ce que les autres ont dit. Et on leur demande à chaque fois de réagir par rapport à ce qu'ils entendent. Ce qui permet de réajuster les choses et ce qui permet d'aller chercher de l'information supplémentaire et de mieux comprendre, en fait. On a ajouté aussi notre analyse. On essaye de laisser au maximum les membres de l'organisation cheminer et dialoguer. Il leur manque des morceaux quand même. Et donc, du coup, nous, là, ce qu'on a fait dans notre analyse, on a repris des post-it bleus qui sont des choses qu'ils ont dit eux. Et donc, on a introduit un modèle. Et puis, ils sont emparés d'une partie de ce modèle-là. Et puis, ça leur a donné des clés. Et ils ont continué leur réflexion. Et donc, en fait, on ne sait pas très bien dans le diagnostic jusqu'où il faut aller. Et donc, on cherche à leur laisser le plus de latitude possible. On essaye de les pousser pour que ce soit eux qui fassent la réflexion au maximum. Quand on donne notre analyse, c'est d'essayer de donner une analyse, un modèle et des conséquences de ce modèle pour qu'ils puissent, eux, avancer. Alors, dans les facteurs de succès, le premier, c'est l'outil Fluidity. Et là, en fait, c'est extrêmement cohérent avec le souhait de transformation de la direction. Et eux, ils voulaient que tout le monde participe. Plutôt que de dire on veut être transparent, ils sont transparents. Le deuxième qu'on a identifié, c'est en fait le sentiment que comme on a posé un cadre qui est clair, ça déroule, quoi. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois qu'ils y sont, on est là parce qu'il faut quelqu'un qui tape, quoi. Mais ça marche tout seul. C'est eux qui bossent. Les visioconférences qui ont expliqué, rassuré et qui ont permis de booster la participation, ça c'est un vrai facteur de succès. Une analyse déléguée, le classement est fait par le client, ce qui permet qu'il s'approprie vraiment les sujets. On a aussi différencié la gestion du fond et le lead, oser poser des questions pour comprendre sans avoir peur de passer pour des nazes, et puis être force de proposition avec la pierre à casser. On a été surpris du fait qu'ils avaient vraiment besoin d'aide pour faire eux-mêmes. On avait l'idée, mais quand on a vu à quel point c'était le cas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin qu'on fasse grand-chose en fait. Et la transparence n'exclut pas le dialogue. En fait, la transparence, on pourrait aussi le résumer en disant il y a plusieurs moments, la transparence, parfois c'est un peu chaud parce que quand je lis ce que les gens disent vraiment, que je sois la direction ou que je sois groupe échantillon et que je lis ce que la direction dit vraiment, bah, parfois c'est un peu dur à avaler. S'il n'y a pas de dialogue, eh ben, ça crée des blocages. Et en fait, le fait d'arriver à ce que les gens puissent en parler, c'est ça qui permet de passer par-dessus.